C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour qui est celui de l'inflation mensuelle aux États-Unis pour le mois d'avril. Le rapport a été publié en début d'après-midi et constitue un premier test, on va le dire comme ça, pour la pause signalée par la Réserve fédérale américaine. A priori, le rapport ne change pas grand-chose à la situation et l'évaluation de la situation qui a été faite par la Fed la semaine dernière, avec des chiffres d'inflation qui ressortent en ligne par rapport aux attentes du marché, du consensus des économistes. On notera que la partie logement commence à se détendre enfin et que la partie des services hors logement et hors énergie, la partie spécifique regardée par la Fed aujourd'hui est là aussi en train de se détendre en allant dans la bonne direction. Les services cœur hors logement ne progressent plus que de 0,1% d'un mois sur l'autre. En rythme annuel, en glissement sur 12 mois, on est encore sur une progression de plus de 5%. Au global, l'inflation américaine passe sous la barre des 5% au cours du mois d'avril par rapport au mois d'avril 2022. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Pour la partie microéconomique, on est encore dans la séquence de publication de résultats ou de chiffres d'activité pour le premier trimestre. Le match du jour, ou même plutôt le grand écart du jour sur le marché parisien, c'est la réaction de marché après les publications de Crédit Agricole d'un côté et d'Alstom de l'autre. Les chiffres de Crédit Agricole sont bons et même très bons, avec un trimestre record en termes d'activité de marché pour Crédit Agricole. À l'inverse, Alstom a publié des résultats et une activité en ligne pour le trimestre écoulé. Alstom qui a surtout reporté d'un an ses objectifs financiers, ce qui n'est pas forcément du goût du marché des investisseurs évidemment. Crédit Agricole plus 5%, Alstom moins 5%, donc qui marque aujourd'hui ce grand écart au sein du CAC 40. Le CAC qui reste dans une logique de consolidation autour de 7350 points ce soir en cette fin de séance. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché. Qu'est-ce que le thème de la pause de la Fed inspire sur le plan de l'investissement? Ce sera évidemment la question à la une. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur le thème du sport, un thème qui est exploité notamment chez Montpensier Finance, et c'est Nicolas Kiefer, gérant chez Montpensier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est le résumé de la séance, les infos clés du jour. Sur les marchés avec vous, Alix Nguyen. Après un petit sursaut, le CAC 40 va finalement terminer cette séance dans le rouge après la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Et oui, l'inflation américaine continue de ralentir. Le taux d'inflation des biens et services n'a augmenté que de 4,9% sur un an en avril, après 5% en mars. C'est la première fois en 2 ans qu'elle passe sous la barre de 5%. L'inflation sous-jacente a elle aussi ralenti. Elle passe de 5,6% à 5,5%. C'est conforme aux attentes. On identifie 2 réactions suite à cette nouvelle donnée. D'une part, la chute des rendements obligataires aux États-Unis, et puis côté devise, l'euro progresse. Du côté des résultats d'entreprise, Alix, là aussi, la saison se poursuit, notamment en Europe. L'un des faits marquants du jour, ce sont les résultats de Crédit Agricole au premier trimestre qui dépassent largement les attentes du marché. Et oui, en bourse, son titre bondit de plus de 5%. Les revenus du groupe bancaire sont en hausse de 9,6% sur un an. Le résultat net part du groupe atteint de son côté 2 fois le résultat du premier trimestre 2022. Comme pour d'autres banques européennes ces dernières semaines, les activités de financement et d'investissement ont été particulièrement motrices. On trouve comme autre élément moteur la banque de détail à l'international avec une dynamique toute particulière en Italie. Les revenus y ont progressé de près de 23%. L'Italie devient d'ailleurs le 2e marché domestique de Crédit Agricole après la France. On retient enfin que la situation est moins favorable pour les caisses régionales. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Renault n'exclut pas d'introduire en bourse sa division sportive alpine. À noter cependant qu'à l'occasion du sommet Future of the Car organisé par le Financial Times, Luca De Meo a précisé qu'il ne le
fera pas tant que la nouvelle gamme ne sera pas déployée. Et puis côté américain, on retiendra aujourd'hui la dégringolade du titre Airbnb. Et oui, le marché aurait pu se contenter de se réjouir des réservations records au premier trimestre. Airbnb a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 20%, mais il en est autrement et ce sont les perspectives d'Airbnb qui retiennent l'attention avec un ralentissement attendu de la croissance des réservations d'ici à l'été. Le nombre de nuitées sur la plateforme devrait croître à un rythme bien moindre qu'en 2022, sans compter que le prix moyen par jour devrait être légèrement inférieur à celui de l'année précédente, notamment à cause de l'inflation. Tendance, mon ami, chaque soir, en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est à nos côtés, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports en Part. Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Pierre-Alexis Dumont à nos côtés. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion actions et convertible de Groupama Asset Management, et Étienne Gorgeon avec nous également en plateau. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sansot IS. Je commence avec vous, le gérant obligataire Étienne, pour savoir un peu ce que vous inspire le thème de la pause de la part de la Réserve fédérale américaine qui ouvre potentiellement une nouvelle séquence. La pause, c'est bien, parce que ça met fin à une séquence de hausse de taux foudroyante de 500 points de base en un peu moins de 14 mois, ce qui restera une séquence historique de ce point de vue-là. La pause, c'est aussi inquiétant parce que c'est une attitude qui intervient à un moment où on peut commencer à s'inquiéter de la progression économique aux États-Unis et des craquements financiers en série qu'on continue d'observer dans le segment des banques régionales aux États-Unis. Il y a plein de choses là, Grégoire. Si on commence par la pause, j'ai envie de dire que si l'histoire est un bon guide, on y est presque en réalité. C'est-à-dire que historiquement, normalement, les taux directeurs vont légèrement au-delà de l'inflation cœur. Alors là, ça va se jouer à pas grand-chose, hein, puisqu'on est à 5,25 sur les taux directeurs, on est à 5,5, j'arrondis sur l'inflation cœur. Mais historiquement, on va un peu au-delà. Donc on serait censé, si l'histoire encore une fois est un bon guide, aller plutôt vers les 6. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Réserve fédérale a dit pause, mais pas baisse de taux. Or, dans le marché, à partir de juillet, il y a une baisse de taux. Pourquoi ? Parce que, historiquement, le marché obligataire, en fait, anticipe probablement une récession. Et il le fait parce que, historiquement, c'est ce qui se passe. Sur les 13 derniers cycles haussiers, il y en a 10 qui ont conduit des récessions. Je rappellerai que, si vous regardez les cycles haussiers qui ont conduit une récession, entre la dernière hausse de taux et la première coupe, se passe 4 mois. Ça va très vite. Ouais. Donc là, ça se passe vraiment très vite pour le marché. C'est qu'il se passerait 3 mois à peine, puisque ça serait à partir de juillet-août. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces baisses de taux ou dans ces anticipations, il y a effectivement plusieurs choses. Des craintes d'inflation qui ne se matérialisent pas, en tout cas qu'on ne trouve pas dans le marché du crédit, qu'on ne trouve pas dans le marché actions, qu'on ne trouve pas dans la plupart des actifs risqués. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, il y a le risque, ces faillites bancaires qu'on retrouve, lui, pour le coup, dans cette baisse de taux. Qui semble jouer un rôle quand même dans la pause édictée, ou en tout cas la quasi-pause signalée par la Fed. Grégoire Sluice. Mais oui, bien sûr, c'est le quart d'heure warholien de l'enquête réalisée auprès des senior loan officers aux États-Unis. Personne n'avait jamais entendu parler de cette enquête, on ne parle plus que de ça. Alors, on ne parle plus que de ça, c'est le terme à la mode, enfin l'acronyme à la mode, et c'est vrai que, alors sur la partie crédit, on regardait ça historiquement, puisque c'était un indicateur avancé des défauts qui allaient arriver. Là, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement les banques, notamment aux États-Unis, sont en train de réduire fortement la production de crédit. La Réserve fédérale met un accent particulier sur cet indicateur qui, est vrai, est très souvent un bon indicateur d'une récession future. Ce qui est assez intéressant également, c'est que pour la première fois, on n'a pas une concomitance entre le marché du crédit et le fait que le système bancaire américain souffre. D'habitude, les spreads commencent à s'écarter et on a une restriction monétaire des deux côtés. Et je pense qu'on n'a pas ça sur les marchés en ce moment, pas que du crédit, mais également les marchés actions, simplement parce qu'en fait,
on pensait qu'on était en quantitative tightening, on pensait qu'on était en réduction de liquidités, mais depuis le début de l'année, on est en réalité en quantitative easing. La Réserve fédérale a rajouté des liquidités pour stabiliser le système bancaire. La Banque du Japon l'a fait également, la PBOC chinoise l'a fait. Enfin bref, il y a une concomitance d'actions des banques centrales qui, à mon avis, explique cette dichotomie. Et l'enjeu dans les prochaines semaines, c'est il y en a plusieurs, c'est est-ce que le marché, donc marché action, le marché du crédit vont rejoindre ce que disent ces indicateurs de contraction des envies de prêter au niveau des banques. Est-ce qu'on va commencer à voir la courbe des taux varier énormément quand le 2-10 ans commence à gigoter, si vous me permettez l'expression, c'est indicateur d'une forte pontification qui veut souvent dire que c'est la fin de partie, on passe à la récession et on passe à un autre environnement. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore et qui vont se dérouler devant nos yeux. Au passage, sur cet indicateur de liquidité des banques centrales, là, on est en train de repasser en dessous du zéro. Donc tout devrait se passer dans les prochains mois avec peut-être un bon gros sell-in May ou pas. Vous savez, vous spoilez déjà la fin. Sandra, alors je vous laisse la parole sur ce thème de la pause. Non mais on voit bien le marché est un peu entre deux eaux, effectivement, parce que, encore une fois, on va parler peut-être des résultats d'entreprise, mais bon, les résultats, les niveaux de marge en tout cas sont encore solides, il y a encore un flux de rachat d'actions sur les marchés actions, enfin, il y a aussi plein de raisons de ne pas quitter complètement le voyage tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Oui. Alors la pause, la dernière hausse puis pause, bon, c'était globalement attendu par le marché, il n'y avait pas trop de suspense, on va passer la batterie de chiffres sur le CPI, les taux Fed Fund versus l'inflation & c'était globalement attendu. Moi, là où j'ai été un petit peu surprise, c'est plus sur le ton de Powell. Alors je ne sais pas si c'est ma sensibilité propre ou pas, mais ce scénario le plus probable selon lui étant justement d'arriver à vaincre l'inflation sans entraîner de récession ou de récession forte aux États-Unis. J'ai envie d'y croire, en tout cas, je vais lui laisser le bénéfice du doute. En revanche, c'est vrai que le contexte est assez compliqué, particulier pour l'économie. On en parlera peut-être, plafond de la dette. Moi, je pars du principe que ce sera fait, mais il y aura certainement de la réduction budgétaire. Quand on essaie d'éviter une récession, ça peut potentiellement avoir un impact sur l'économie réelle. Et puis, effectivement, toute la partie stress bancaire. Powell était le premier à dire qu'effectivement, SVB & Co. avait entraîné indirectement une sorte de hausse de taux de 25-50 BP. Ouais. À côté de ça, on a effectivement les conditions de crédit qui se durcissent. Ça a été publié lundi, 46% des banques durcissent leurs conditions de crédit. Elles ont l'intention de le faire, de le poursuivre en 2023 et en 2024. Et puis surtout, on a la demande qui baisse également, ménages et entreprises. Donc, c'est pas forcément un élément favorable. Ah non, c'est pas rosy, oui, non. Ça c'est... Mais malgré tout, il avait déjà de toute façon cette survey, c'est sûr et certain. Malgré tout, il reste plutôt optimiste. Après, pour la partie equity, il y a deux choses. Le moteur du marché action, on en parlera certainement après, ça reste encore une fois le juge de paix, sont les résultats. Pour l'instant, ils sont bons, voire très bons. Et puis à côté de ça, quand on regarde aussi un petit peu, cette pause dans une politique monétaire, généralement, c'est plutôt favorable, en tout cas à court terme sur les marchés. Ils sont flat ou légèrement haussiers. Et c'est plutôt quand on va aller, en tout cas en première intention, dans une baisse de taux, qu'on a une jambe de baisse. Là aussi, si demain ou fin d'année, on a effectivement une baisse de taux, c'est qu'il y a eu potentiellement un pépin bancaire ou au niveau économique. Ouais. Donc voilà, là c'est un peu... on est dans une situation un petit peu entre deux chaises. On attend de voir. On va être comme Powell, on va attendre les chiffres. Mais vous êtes aussi d'avis, parce que ça fait un moment, enfin on attend les chiffres tout le temps en fait. On attend tout le temps les chiffres, tout le temps. C'est le problème de la dépendance aux données. On passe notre vie à attendre les chiffres. Mais vous êtes d'accord avec l'idée que, oui, dans quelques semaines ou une paire de mois, on sera peut-être un peu mieux fixé sur le scénario, la vitesse de ralentissement de l'économie américaine post-SVB, etc. Ça permettra d'éclaircir un peu les scénarios peut-être qu'on est obligé de garder sur la table aujourd'hui. Il y a encore un mois ou un mois et demi de ça, tout le monde avait enlevé de son vocabulaire le mot récession et aujourd'hui ça revient et il y a de grandes chances, une probabilité pour qu'on ait une récession petite, mineure certainement, mais récession aussi parce qu'on le voit et on en parlera peut-être dans les résultats des entreprises, mais on commence à voir quelques petites fragilités. Non, mais c'est un bon point. Moi aussi, j'ai été marqué par Jérôme Powell, mais il le dit avec une forme d'humilité, à l'encontre de ce que projette le humble et agile, à l'encontre de ce que projette le staff des économistes de la Fed. Il s'engage personnellement sur l'idée qu'il y a une probabilité peut-être encore un peu supérieure que les États-Unis puissent éviter une récession ou un downturn un peu sévère.
dans les prochains mois ou les prochains trimestres. C'est pas anodin quand même, c'est le patron de la Fed. Il sait ce qu'il dit quand il dit ça. Non, mais il sait ce qu'il dit, et deux, il est crédible, parce que si on regarde un certain nombre d'actifs risqués, c'est en effet, les actifs risqués semblent le croire. Donc, parce que, en toute honnêteté, c'est vrai qu'on est, si on prend un peu de recul, en termes de rendement de risque sur les actifs risqués, bon, on est sur ce qu'on peut considérer comme un contexte un peu asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout se passe bien pour que finalement on arrive à maintenir ces niveaux de valorisation. Si le contexte récessif est rien qu'un peu plus fort que prévu, on aura sans doute à un moment ou un autre un petit coup de grisou. Un petit coup de grisou, notamment sur la partie résultat, puisque comme on le voit, hein, c'est vrai que les résultats sont bons, mais il y a un point qu'il faut noter, hein, c'est que les réactions face à ces résultats sont extrêmement mitigées, notamment sur toutes les sociétés qui font leurs chiffres grâce à l'effet prix, pas à l'effet volume. Et donc ça, si vous avez ça, en général, vous avez beau dire, si j'ai fait des très bons résultats, si 100% de vos... Le marché extrapole pas pas du tout. Voilà. Et donc, il y a quand même... Le marché ne prend pas pour acquis le pricing power Covid qu'on a découvert, toute industrie confondue. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir que la récession existe un peu et qu'on est en train de dire on va quand même un petit peu la valoriser et on va mettre un peu d'incertitude sur cette récession. Donc, toutes les sociétés qui tiennent grâce à l'effet prix avec des volumes qui sont en contraction, voire en forte contraction, voilà, on considère qu'en effet, tout ceci n'est pas durable. Et qu'à un moment ou un autre, on aura le fameux effet ciseau qu'on attend tous depuis 12 mois sur les entreprises, qui n'arrive pas, c'est-à-dire contraction des marges liée à une chute des volumes et au phénomène inflationniste. Donc voilà, c'est vrai. Sauf que face à ça, Pierre-Alexis, on en discute beaucoup, mais face à ça, il y a quand même des salaires qui arrivent à un niveau de rattrapage conséquent, un peu décalé, un peu en retard par rapport au pic d'inflation, mais le rattrapage des salaires, il continue de s'effectuer aujourd'hui. Alors oui, c'est une pression sur la marge des entreprises, mais en termes de demande, c'est quand même aussi un bol d'air avec des prix de l'énergie qui ont beaucoup baissé. On resolvabilise quand même une partie de la demande avec des effets salaires et des effets taux qui sont plus bénéfiques. Oui, non, mais comme le disait Étienne, de toute façon, quand on regarde un peu toutes les anticipations de chacun des actifs, ça ne recolle pas. C'est-à-dire qu'à un moment, les actions considèrent que la récession sera extrêmement faible, voire technique. Qu'on peut l'enjamber. Et qu'on peut l'enjamber avec over the valley, voilà, très, très facilement. La partie obligataire est quand même assez... Si vous regardez les anticipations de baisse de taux, ça veut dire que quand même, il y a une récession derrière. Vous vous amusez pas à baisser les taux aussi rapidement s'il n'y a pas un pépin. S'il n'y a pas un pépin, si la conjoncture tient. Donc on est en effet dans un espèce de no man's land un peu complexe où vous n'arrivez pas à réconcilier toutes les anticipations des... Voilà, le bottom-up et le top-down bouclent pas souvent. On est au niveau top-down, en tout cas nous, nos économies sont assez noires sur la partie économie. Nous, au niveau bottom-up, quand vous écoutez les entreprises, force est de le constater que pour l'instant, ils disent non, les niveaux de demande restent relativement soutenus. Donc nous, ça nous permet de tenir nos prix. Et voilà, on perd un peu en volume, mais avec l'effet inflationniste, on compense largement en termes de résultats. Donc, et c'est vrai qu'on attend tous d'avoir ce petit supplément de visibilité qui va nous permettre à un moment de réconcilier. Et ça, si à un moment, on le sait, il va avoir un peu un moment de vérité où on va savoir quels sont les actifs qui ont raison. Et sans doute beaucoup plus de volatilité à attendre. Donc en tout cas, nous, dans nos portefeuilles, on se prépare à des moments un petit peu plus difficiles de ce point de vue-là. On a déjà, c'est vrai, beaucoup de volatilité, puisque on le dit assez souvent, c'est vrai que la hausse, elle est quand même ultra concentrée aux États-Unis, un peu moins concentrée en Europe, mais reste un phénomène de méga cap, principalement quand vous êtes dans
J'ai des gérants small cap dans mon équipe, ils sont pas dans Il y a le monde, S&P 5 et le S&P 495. Quoi. Voilà. Voilà, donc eux, ils sont au marché baissier depuis un certain temps. Voilà. Bah, les small cap. Voilà, donc et c'est vrai que ce qu'on n'a pas, c'est que c'est l'effet concomitant où tous les segments économiques ont tendance à perdre. Voilà, en phénomène récessif classique où vous perdez à un moment du pricing power, des volumes et autres. Là, il y a certains segments qui se comportent très mal, mais d'autres qui se comportent bien. Et au final, via l'effet indice, ça tient très bien. Ben oui. On est un peu into cinéaire, voilà, si je voulais dire. Ouais. Voilà, et voilà. Après, moi, force est de constater que nous, on avait des visions prudentes et pour l'instant, on s'est trompé et que les sociétés, notamment, affichent une résilience qui est exceptionnelle. C'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est que la prudence est plus que légitime et en même temps, pour l'instant, le marché va là où ça fait mal. Enfin, en tout cas, reste à des niveaux avec un S&P toujours entre pas loin des 4200 points. Sandra, sur les résultats d'entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse sur la demande finale, notamment, qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats? Alors oui, les résultats sont bons par rapport aux attentes, mais les attentes, ça fait 6-9 mois qu'elles sont révisées fortement à la baisse. Oui, quand même, on rentrait dans le trimestre. Ça commence à s'arrêter quand même. C'est ça. Alors voilà, mais sortie du trimestre. Exactement. Quand les révisions baissières s'arrêtent. Exactement. On a il faut quand même souligner des résultats qui ont surpris positivement pour quasiment tous les secteurs. On a 3 secteurs, et que ce soit aux US ou aux États-Unis ou en Europe, il y a 3 secteurs globalement qui se démarquent le plus. Ça reste l'industrie, conso discrétionnaire et les financières. On est sur des surprises à plus de 70% sur les EPS. Effectivement, on partait de loin pour certains secteurs, mais quand même, il faut le souligner. C'est un acquis qu'on néglige pas. On voit aujourd'hui Crédit Agricole. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi qu'on n'en a pas parlé, mais ABN AMRO, qui publie, c'était quand même pas mal. Elle ouvre à plus 5, elle finit, je ne sais pas, en partant, elle est à moins 2. Donc voilà, c'est aussi une certaine asymétrie dans la réaction de marché. Effectivement, la sanction négative est plus importante en valeur absolue que la sanction positive. Aux États-Unis, les 4400 et quelques banques ont quasiment publié. Sur les 4000 et quelques, il n'y a que 5% de banques qui affichent des pertes au premier trimestre. Donc dans l'autre sens, 95% sont profitables, avec des résultats qui, au premier trimestre 2023, sont en hausse de 30%. Là aussi, c'est quand même assez significatif. Alors, effectivement, il y a tout ce stress autour, mais elles sont quand même, en tout cas, profitables encore au premier trimestre. Je regardais un petit peu les grands messages, essayer de me faire... il n'y a que 60-70% des entreprises qui ont publié, mais un petit peu les grands messages communs, que ce soit entreprises européennes ou américaines. Déjà, au niveau des mix géographiques, on se rend compte que la zone euro, en termes de volume de consommation, tient bien. On commence à voir aux US une normalisation et la Chine, c'est mixte. La partie conso, effectivement, elle est booming, il n'y a pas de suspense. Toute la partie industrielle, alors il y a l'effet de base. Sur la conso, on partait de pratiquement zéro depuis 3 ans. L'industrie, ça revient, mais ça revient doucement. Bon exemple, Schneider Electric, sur le premier trimestre. La Chine, c'est balbutiant, légèrement haussier. Et en revanche, le mois d'avril, a priori, d'après le management, il cartonne. Donc on a déjà ça. Effectivement, comme ce qui a été dit, la croissance, pour l'instant, est effectivement tirée par du prix. Les volumes sont flat, légèrement baissiers aussi, c'est l'épaisseur du trait. On ne parle plus du tout de hausse de prix à venir. Ça y est, c'est plus forcément d'actualité. On ne parle plus non plus de problème de chaîne d'approvisionnement. Donc là aussi, le problème a l'air d'être plutôt réglé. Et puis les marges, puisqu'effectivement, c'était le grand sujet, c'est le carburant des marchés actions, de toute manière. Révision des BPA, tirée essentiellement par les marges, mais elles se tiennent. Elles se tiennent aussi en Europe. Et aux US, on a une légère normalisation, mais on reste au-delà des moyennes historiques. Donc pour l'instant, encore une fois, elles tiennent. Et la question... La dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, c'était de se dire est-ce que les marges et la profitabilité des entreprises est pérenne à partir du moment aujourd'hui où on ne pourra plus augmenter les prix. Il y a d'autres façons de le faire. Alors bien évidemment, augmenter les prix, c'est rapide, on le voit tout de suite dans les chiffres, il n'y a pas de sujet. Mais il y a d'autres choses. On prend quelques exemples. Il y a la stratégie de volume, gain de part de marché, / économie d'échelle. On prend le match L'Oréal et Estée Lauder. Ça fait 1 an que L'Oréal grignote des parts de marché à Estée Lauder. Et la marge tire plutôt bien. On a la partie mix produit. Très bon exemple, vous en avez beaucoup parlé, notamment le secteur auto. Donc, il y a eu une opportunité avec cette offre qui était insuffisante. Aujourd'hui, on a des secteurs, notamment des entreprises, Mercedes pour ne pas la citer, qui va rester sur le segment premium plus. Mercedes ou Ferrari versus Stellantis.
voilà, le parcours ni boursier ni opérationnel n'est le même. Et puis après, il y a d'autres ovnis un peu extraterrestres. Je vais prendre le cas de Walmart. Ça fait 6-8 mois qu'on commence à avoir des pressions baissières dans le secteur de l'agro. Le premier à tirer, ça a été eux, en se disant on va commencer à baisser les prix pour gagner des parts de marché. Et ils ont emboîté le pas. Il y a à peu près un mois, ils ont annoncé un énorme plan. On l'a vu dans les cours d'SES, puisque finalement ce contrat a été signé, mais c'est à objectif 2026, 65% des magasins seront automatisés. Alors il va y avoir certes un peu de licenciement, meilleure gestion des stocks, ils ferment les magasins rentables. Et les marges retiennent, alors que les marges dans le secteur de l'agro, ce n'est pas les plus importantes. Donc il y a d'autres façons de le faire. Ce sera certainement plus lent, mais je ne suis pas certaine que toutes les entreprises aient des marges à risque. Ah ouais. Non, mais très intéressant. Très sélectif. Je reviens avec vous, Étienne, quand même sur le sujet du stress bancaire. Donc, le SLOOS qui nous indique effectivement le Credit Impulse. Enfin, tous ces éléments d'ailleurs étaient en place avant le choc SVB et n'ont fait que s'accroître depuis le choc SVB. Ma question, c'est, on constate bien qu'on est quand même dans un schéma de défaillance en série. Alors, ça va très vite. Il y a une défaillance et une résolution quasiment de manière concomitante. La Fed, les autorités de régulation sont très actives et très rapides sur ces différents cas. Néanmoins, se pose la question de la série, des réactions en chaîne. Et est-ce que ça peut rester gérable, contrôlé? Est-ce que ça reste US spécifique? Et à quoi on pense quand on se dit qu'à un moment, il faudra peut-être un coup de circuit un peu global pour arrêter le phénomène de domino? Alors, 2 ou 3 sujets. Premièrement, autour de cette table, on avait déjà débattu ensemble sur est-ce que la Réserve fédérale, mais la BCE également, vont pas se retrouver un moment à gérer entre stabilité financière et gestion de l'inflation. Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment, ils devraient lâcher sur un des deux, et si un des deux devait lâcher, je pense que c'est plutôt sur l'inflation qui lâcherait, notamment si elle devait passer en dessous des 5, ce qui n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, il y aurait un niveau où la stabilité financière a plus de valeur que probablement des risques inflationnistes. Encore une fois, j'insiste sur le niveau. Après, l'autre question, c'est est-ce que c'est grave, docteur? Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez impressionnant. Encore une fois, il y a des chiffres qui sont assez faciles. Si on regarde la masse d'actifs bancaires en faillite en rapport du PIB, avec 3 banques, on fait 2,5% de PIB. En 2008, on fait exactement le même chiffre, 2,5% de PIB avec 500 banques. Et dans les années 92, on fait exactement le même chiffre avec 2000 banques. C'est pas un petit chiffre, non ? C'est un gros sujet. L'autre question l'autre observation, c'est qu'on peut observer qu'on a des craquements des deux côtés de l'Atlantique. Il y a pas si longtemps que ça, c'était le mois de septembre de l'année dernière, c'était le système de fonds de pension anglais qui est parti quasiment, qui a failli partir en fumée s'il n'y avait pas eu un sauvetage de la BEE qui a été extrêmement bien géré à la fois en termes d'ampleur et de timing. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on est dans cette, on est dans cette phase où les politiques monétaires sont assez restrictives pour générer des accidents, mais pas encore assez restrictives pour juguler l'inflation. C'est ça. C'est ce que nous disait Powell à la veille de SVB. Il faudra qu'on aille à 6 si on veut juguler l'inflation. Alors, pas de bol, il y a la case stabilité financière à gérer. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, la Fed comme finalement les banques centrales européennes, la BE ou la BCE, ont un peu de chance. C'est-à-dire, une des questions que moi je me posais, c'est qu'est-ce qui serait passé si on avait exactement ce problème de faillite en série à un moment où, en plus, on serait en crise financière. C'est-à-dire, en plus, si les marchés financiers généraient des pertes. Parce que là, vous avez des banques qui ne perdraient pas simplement de l'argent sur la valorisation à la baisse des emprunts d'État, qui sont censés être très sûrs, qui sont très sûrs, pardon. Il y a le plafond de la dette. Bien sûr, c'est très sûr. En plus, vous auriez des pertes liées à la baisse des marchés. Donc, ces sujets-là vont probablement continuer à tourner. Moi, mon sujet, c'est qu'on est dans des cycles depuis 30-40 ans de 5 phases. Première phase, expansion budgétaire et monétaire. Deuxième phase, remontée de l'inflation, montée des marchés, remontée de l'inflation. Troisième phase, on gère les politiques monétaires, donc remontée des taux. Quatrième phase, accident. Il manque la 5e. Et la 5e, c'est récession ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on va savoir. Et ça va être un vrai sujet pour la Fed. Je pense que la Fed aura 2 sujets importants à traiter. Le premier, c'est stabilité financière et inflation. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle peut faire un vrai pivot? Imaginons qu'il y a un problème de crise financière majeure. Est-ce qu'elle peut faire un pivot avec un niveau de l'emploi si serré? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si le choc économique est trop rapide, avec une inflation qui est encore collée à 5% et un taux de chômage à 3,4 ou 3,5, c'est ça. C'est compliqué pour la Fed d'intervenir.
Et donc c'est vrai que quand on réconcilie tout ça, nous sur le marché du crédit, on trouve qu'on peut faire des choses. En plus, il y a des choses intéressantes à faire, mais on n'est pas. On cherche l'endroit où on peut générer le plus de rendement en prenant le moins de risques possible. On en est vraiment là. Ouais, bien sûr. Oui, il y a un risque de spread quand même aujourd'hui dans ce marché du je trouve, crédit. Je trouve que le crédit, notamment en Europe, mais c'est également vrai aux États-Unis, le risque crédit est très mal rémunéré. Votre surcroît de rendement pour votre extension de risque est totalement démultiplié. Pour faire très simple, vous allez avoir du 5 à 1 an et vous allez avoir à rating équivalent, à qualité équivalente, vous allez avoir du 5 à 1 an et vous allez avoir à 4 ans, vous allez avoir du 5,5-6. Bon. Le jeu en vaut pas de la chandelle, je trouve. Ouais, j'entends. Bon, sur cette séquence, encore une fois, comment on gère ça dans les portefeuilles? Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un scénario sur la table, il n'y en a pas que deux, il y en a même peut-être plusieurs, justement. Pierre-Alexis, vous le disiez tout à l'heure, toutes les classes d'actifs n'envoient pas les mêmes signaux. Il y a quand même encore des forces de soutien en présence. On ne l'a pas évoqué, mais les rachats d'actions aux États-Unis, on est encore sur un rythme annuel de proche de 1000 milliards. On peut dire que des instituts ont sorti 100 milliards d'euros des actions américaines, mais en face de ça, il y a Apple, c'est 90 milliards, et l'ensemble des corporates américains vont racheter 900 000 milliards peut-être cette année d'actions américaines. Alors sur la partie rachat d'actions, clairement, c'est reparti à la hausse depuis 2023. On n'est plus à 1000 milliards, on est à 1200. Voire annualisé là sur 2023 on devrait avoir atteint 1300. Et en Europe, on était à 350. On flirtera sans doute avec 350, alors que historiquement, c'est plutôt 100. Donc, et c'est vrai que c'est un autre thème sur la partie publication, c'est l'axe très fort mis sur tout ce qui est retour à l'actionnaire. Alors, c'est vrai que c'est très concentré sur certains secteurs, certains types de valeurs, donc des valeurs très matures, un méga cap très mature avec des gros cash flows. Voilà, là. Et ça, c'est une protection, ça? On a envie de s'abriter derrière ces entreprises on parlait du crédit, c'est vrai que et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la prime de risque crédit-action, elle est pas très attractive vis-à-vis des actions. C'est en termes de flux, vous avez vraiment une différence qui est colossale entre les flux actions. Et les flux taux. Les flux taux, normalement, on devrait avoir un quantitative tightening. Alors, puis je prends un peu de temps. Hein. C'est bumpy. C'est bumpy. Et par contre, sur les actions, tous les ans, en plus, on n'a pas de primaire. Hein, donc, tous les ans, vous avez le nombre de titres en circulation qui ne fait que baisser. Donc, toute chose égale par ailleurs, vous avez un effet bouchon qui fait que ça monte. Hein. Voilà, vous avez... c'est clair. Et ça, il y a moins de papier en circulation. Voilà, donc ça, plus rare, c'est un point clé qu'il faut avoir en tête et qui nous fait penser que si on n'a pas des points de rupture, parce que les actions, ça fonctionne, c'est d'ailleurs pareil pour le crédit, en point de rupture. C'est-à-dire que jusque-là, tout va bien, et puis à un moment, il y a une rupture, vous pouvez avoir un choc externe, le plafond de la dette peut en être un, par exemple, qui fera que, contexte récessif, mais bon, là, la récession, elle va être plus forte que prévu, et là, tout d'un coup, ça décroche. Ça décroche. Et c'est vrai que, on a un certain nombre d'indicateurs qui font penser que c'est un risque qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Une hausse très concentrée, des indicateurs qui sont un peu dans tous les sens, des anticipations de marché qui sont un peu divergentes. Tout ça, en général, peut créer des volatilités importantes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de se préparer pour des moments plus difficiles. Voilà. Mais on veut rester un peu diversifié. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que le cash, dans des mondes inflationnistes, ça coûte cher. Voilà. Et donc, on ne peut pas... si on reste dans un monde inflationniste, avoir du cash, il ne faut pas avoir de cash. Il faut être investi. Voilà, il y a du cash rémunéré aujourd'hui. Oui, mais il est rémunéré faiblement par rapport à l'inflation. Donc, il y a un moment ou un autre, les positions d'attentisme, quand vous êtes dans des mondes de déflation, vous avez du cash. Là, il se dévalorise en général. Et donc, je pense que c'est ça à garder en tête. Donc, nous, on va dire, on se prépare en effet à des moments plus difficiles, mais on reste sur des volontés de diversification. Alors, comment on se diversifie? Tout comme on agit sur les marges de façon différente, on peut diversifier de façon plein de façons sur les actions. Bon, la partie sectorielle, évidemment, mais ça, c'est classique. On peut diffuser à l'intérieur des secteurs. On voit quand même, dans certains secteurs, des vraies divergences.
de performance opérationnelle. Sandra le citait tout à l'heure, mais L'Oréal, Estée Lauder, c'est. Moi, je ne suis pas les Estée Lauder, je suis L'Oréal, mais ça a perdu quoi, 20% Estée Lauder sur la publication. Enfin, je veux dire, quand on écoutait le message de baisse de guidance, quand même. Mais ouais, on écoutait le message de L'Oréal, c'est quand même presque un duopole, quoi, aujourd'hui. Ouais, mais depuis 6-8 mois, en suivant bien L'Oréal, elle gagnait des parts de marché, notamment. Et donc, on pouvait se dire que Estée Lauder, dans le même secteur, mais vous avez le luxe, alors personne n'en. Parce que nous, on a le luxe français. Mais dans le luxe italien, il n'y a pas que il n'y a pas que des grands succès. Ouais. Vous avez une Brunello Cucinelli qui se débrouille très bien, mais à l'inverse, Ferragamo et d'autres marques sont en souffrance. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate quand même, c'est que vous avez un retour de l'effet taille, notamment via la diversification des zones, via la façon de pouvoir arbitrer votre demande plus facilement, qui est quand même très significatif et qui va rester très significatif tant qu'on restera un peu dans ce no man's land où on a un contexte récessif sans trop l'avoir, un durcissement des conditions. Donc voilà, on essaie de se protéger comme ça. On essaie de se protéger aussi via des sociétés qui ont tendance à racheter des titres. Donc ça vous apporte un peu de visibilité. Mais c'est vrai que, comme on le disait, voilà, on a un peu de mal à acheter de la duration sur les actions parce qu'on manque de visibilité. Donc on va avoir tendance à avoir des sociétés qui protègent sur ça, ou des sociétés à l'inverse qui sont dans des phénomènes un peu de restructuration, qui ont des dynamiques propres qui pourraient faire que c'est une situation spéciale, une situation un peu spéciale. Voilà, c'est évident, mais voilà, mais toujours en gardant cette volonté de diversification. Et après, on peut aussi diversifier géographiquement. Les émergents nous semblent potentiellement une idée. Voilà, c'est des choses comme ça. Ouais. Ah oui, parce que vous avez des différences hors Chine ou les émergents avec la Chine. Je pense que des émergents avec la Chine, de toute façon, c'est quand même un déterminant en principe essentiel. C'est-à-dire que vous avez des divergences de contexte financier et de contexte économique, voilà, qui sont intéressants et c'est un facteur de diversification. Vous pouvez aussi avoir le Japon en diversification qui est intéressant. Ouais. Sandra, sur la stratégie globale pour le compte des clients, puis moi je veux bien qu'on redise un mot de la demande, parce que je trouve que les exemples sont frappants aussi sur cette hyperpolarisation de la demande. Alors c'est des phénomènes qu'on connaissait, mais là on voit combien d'enseignes textiles ou de marques, alors qu'on a connu parfois étant plus jeune, mais qui se font balayer parce qu'elles sont dans un positionnement qui est un no man's land, quoi. C'est-à-dire c'est pas low cost, c'est pas high-end, c'est pas haut de gamme, c'est entre deux. Les consommateurs s'y retrouvent plus du tout, et à l'inverse, on a une demande pour du haut de gamme qui va bien au-delà des produits de luxe habituels, que ce soit des sacs à main ou des montres, etc. Le revenge purchase. Oui, mais je disais, dans l'industrie aérienne, les patrons des grandes compagnies, Ben Smith chez Air France, chez Lufthansa, chez le Delta Airlines, ils n'en croient pas leurs yeux. La reprise du trafic first business est plus rapide, plus intense que la reprise du trafic normal. Non, mais, enfin, c'est le monde à l'envers pour eux. Et ils sont en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de structurel. C'est-à-dire que, alors que toutes les années précédentes, on était tiré par le low cost, on enlevait des sièges business first dans tous les avions au fur et à mesure, il n'y avait plus que 2 rangées. Maintenant, ils sont en train de se dire, mince, il faut en remettre. Parce que là, c'est un segment qui va peut-être rester. Oui, complètement. Je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas si la dynamique va se poursuivre. En tout cas, moi, ça me conforte dans nos choix qu'on fait sur justement ces entreprises qui ont pris une stratégie de produits premium. Mais on sent que dans des boîtes comme ça, c'est des virages stratégiques qu'ils n'avaient absolument pas anticipés il y a quelques années. Quand les volumes commencent à être à risque, on se pose la question de comment justement aussi maintenir ses marges. Donc effectivement, ça va en tout cas dans ce sens-là. Si je reviens juste au portefeuille, je m'inscris complètement avec les propos précédents. Je pense qu'on doit avoir les mêmes portefeuilles. A priori, on est investi tout pareil. Ça, si tout le monde a les mêmes portefeuilles, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors bon, il y a peut-être quelques différences. Croisons les doigts. Non, mais effectivement, on n'est pas dans l'adage du sell in May, go away. Oui, on est plutôt prudent, mais on reste investi. Encore une fois, la diversification, portefeuille équilibré, voilà, pas forcément de trop gros paris sectoriels, de paris, même en termes de facteurs, même en termes de taille. Ce qui est paradoxal, c'est que les marchés montent, mais c'est 10-15 valeurs effectivement qui tirent le marché, et c'est les ultra big cap. Donc, effectivement, pour nous, les small et
les mid-cap, ça reste nos bébés, notre cœur de business. Mais en revanche, on n'est pas forcément... Enfin, le timing actuellement n'est pas le meilleur. Quand on regarde en termes de participation, on screen à peu près 2000 valeurs, 1500 européennes, 500 américaines. Et quand on regarde la participation, donc les valeurs qui sont en tendance haussière, on doit être allé sur les small et mid. Et encore, j'ai pris une fourchette assez grosse sur les mid. On doit être à 20-25% de participation haussière quand on passe du simple au double sur les capis au-delà de 20 milliards. Donc effectivement, pour l'instant, il faut être pragmatique. Et pour l'instant, encore une fois, les marchés ne baissent pas, on reste investi. On se pose la question pas sur le combien, mais sur le comment. Donc on essaye d'adapter nos stratégies et nos poids par rapport aussi à ça et en restant sur les ultra large cap. Après, on parlait énormément de dispersion sectorielle. C'est le cas, les grands écarts. Alors effectivement, L'Oréal et Estée Lauder, on en a énormément parlé parce que le moins 20 d'Estée Lauder, c'était quand même sanglant. Mais il y en a d'autres. Dans la tech, ASML, par exemple, Nvidia versus Besi ou Nordic Semiconductor, c'est deux histoires différentes, deux guerres différentes. Dans l'auto, on en parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc, être investi, déjà, il faut être globalement sur tous les mêmes secteurs et idéalement avoir quand même les leaders sectoriels, essayer d'éviter ce genre d'histoire. Et ça nous amène vers les grosses capitalisations. Il y a plus de visibilité, où il y a du cash qui est rémunéré, il y a possibilité de faire des acquisitions. On est revenu sur les GAFAM. Voilà, moi qui étais Team Europe, ça y est, on est revenu. Enfin, ça y est. Oui, on a pris le train en marche avec plutôt des préférences pour des Microsoft, Apple et Nvidia. Mais on y va progressivement. Et encore une fois, tant que le marché tient, on reste pragmatique et on essaiera d'être un maximum agile si on devait avoir des signaux de retournement. Étienne, on arrive à la mi-mai, du coup. Non, mais vous avez commencé par nous dire, attention, il y a un risque de bon gros sell-in mai. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça pourrait se matérialiser maintenant aussi vite avec toutes les forces de rappel qu'on vient de mettre sur la table ? Encore une fois, on est à la croisée des chemins sur plein de sujets. La vol est pas chère. S'il y a un actif que je trouve pas cher, je trouve que les taux souverains sont relativement chers en ce moment parce qu'ils price un peu de peur de récession, la peur des faillites bancaires, etc. Le crédit, je trouve qu'on est mal rémunéré sur le risque. J'aurais probablement j'ai la même vue sur le marché action. Le seul endroit, je trouve, qui est pas cher, c'est la vol. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que je raisonne très tactique et je suis extrêmement influencé par les actions des banques centrales, l'impact de la liquidité sur le MSCI Monde. Et là, on est en train de passer finalement, et ça marche plutôt extrêmement bien, c'est que dès qu'on est passé en quantitative easing, et c'est la Banque du Japon qui a commencé, les autres ont suivi et on s'est retrouvé avec des marchés qui montaient, peu importe les nouvelles. Ce qui est intéressant, et donc on est à une croisée des chemins, parce que ce qui est intéressant, c'est que les marchés ont quand même pas mal progressé. On ne peut pas dire que les nouvelles aient foncièrement changé. L'inflation est toujours à un niveau extrêmement relativement élevé et super stable. Ça fait 5 mois d'affilée qu'on est à peu près au même niveau maintenant aux États-Unis. En Europe, on remonte légèrement. Les salaires commencent à réaccélérer. Enfin, on est quand même à la croisée de beaucoup de chemins. Et les prix me semblent plutôt riches. Et donc, on disait, on souffre. Enfin, c'est des prix qui souffrent pas le moindre décalage, erreur de parcours, grain de sable. Et donc etc. retrait de liquidité à ce moment-là, marché probablement un peu moins liquide. Je me dis attendons, surtout qu'il y a encore une fois il y a des alternatives. S'il n'y avait pas d'alternatives, ce serait compliqué. Et probablement que j'aurais eu une vue beaucoup plus stratégique. Mais moi, ça me dérange pas d'attendre quelques mois sur du 5-6 en attendant de trouver une autre belle affaire. Est-ce que vous avez envie d'acheter un T-Bills un mois aux États-Unis qui doit, je sais pas, offrir un rendement de 5,5% ? Alors c'est une bonne. Si je vous pose la question, c'est parce que ça tombe au moment du plafond de la dette. Et je crois que c'est Bill Gross qui a dit, le roi des obligations, ancien roi des obligations, il a dit il faut y aller. Ouais, mais alors au fond de moi, je pense qu'il faut y aller. Simplement, j'observerai 2 ou 3 choses. La première, c'est que c'est quand même difficile d'imaginer qu'on joue sur une grenade. Enfin, c'est une énorme grenade et entre les républicains et les démocrates, on n'a qu'à dégoupiller, on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on raisonne. La dernière fois qu'ils ont joué à ça, faut quand même pas oublier que ça s'est résolu 2 jours avant une faillite potentielle. Ça, c'était en 2011. Ce que j'observe depuis, c'est que les discussions sont très fortement polarisées entre les 2 partis et particulièrement à l'intérieur du parti républicain. Après, ce que j'observe également, et c'est pour ça que j'aurais tendance, moi, à dire oui, probablement qu'il faut y aller, c'est qu'il y a quand même un garde-fou qui sont ceux qui financent les républicains. Le vrai sujet, je pense, c'est les républicains. Et ceux qui financent les républicains,
républicains, donc les belles grandes boîtes américaines, les grands donateurs, comme on les appelle, Les Koch Industries qui vont et leur dire, compagnie, écoutez, oui. vous jouez pas avec toute l'économie américaine. Il y a un moment, il faut trouver une solution. Donc c'est Corporate America qui ramènera la raison au Congrès. je pense que le drapeau Corporate America va revenir à la charge et tout va rentrer probablement dans l'ordre. Bon. On verra bien, on est rentré dans une séquence folklorique. Là. Je pense qu'on va avoir 2-3 séquences un peu... Ah oui. Un peu rock'n'roll. Mais, Ça va pas être linéaire, je suis ça d'accord. va pas être C'est linéaire. le folklore, mais 2011, ça coûte quand même, je sais pas, 10% au S&P 500, Ah ouais. le AAA aux États-Unis, etc. Enfin, il y a quand même un coût, quoi. 2011, ils ont fermé l'administration. Oui. Oui, il y a eu shutdown pendant je sais pas combien de semaines, effectivement. Mais j'ai jamais entendu autant parler de l'article 14. Oui. Ce fameux article qui dit on peut contourner le vote du Congrès. J'avoue que dans les recherches Google, je me dis, mais est-ce qu'ils tenteraient ça La pièce de platine aussi. Ouais, c'est ça, Oui. exactement. Exactement. On verra. En tout cas, le calendrier est assez serré quand même, avec la date du 1er juin, qui est la date à partir du moment où le Trésor américain commencera à souffrir et sera obligé de mettre en place des mesures correctives. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sandra Serva, Ports-en-Par, Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Étienne Gorgeon, Sanso Yes. Le thème ce soir nous amène à nous intéresser au monde du sport. C'est un thème de marché, bien sûr, qui est opéré notamment chez Montpensier Finance par Nicolas Kiefer, gérant chez Montpensier, qui est à mes côtés en plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous gérez effectivement le fonds thématique sport chez Montpensier Finance. L'occasion notamment, pendant cette période de résultats d'entreprise, d'y voir un peu plus clair justement sur les messages des entreprises de cet univers du sport. On peut peut-être redéfinir votre univers d'investissement autour du sport, Nicolas, et quels sont les grands messages que vous en apportez, les résultats des entreprises emblématiques de cet univers du sport à l'issue du premier trimestre. Alors ce que je répète souvent, c'est, j'ai l'occasion sur ce plateau de le faire, c'est que le monde du sport, l'univers investissable du sport est bien plus large et profond qu'on ne le pense. On l'estime à 4 000 milliards de dollars dans le monde, avec des taux de croissance qui sont près de 8%, 7-8% sur les prochaines années. Donc c'est quand même 2 fois le PIB mondial. Et dans notre définition, donc on investit uniquement dans des sociétés extrêmement pures, très exposées à la thématique. Et dans notre univers, on n'a pas uniquement les équipementiers sportifs, qui représentent évidemment une partie assez large de notre univers investissable, mais également tout ce qui est pratique sportive, donc les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive et les activités de plein air. Et on a un troisième segment qui est également très important, qui est le sport professionnel. Quand les 2 premiers, l'équipementier et tout ce qui est pratique sportive, c'est plus sur le sport amateur. Là, on est sur la pratique le sport professionnel, où on va retrouver toute la chaîne de valeur du sport professionnel, que ce soit les organisations, les organisateurs d'événements, etc. Très clair. Une fois qu'on a cet univers, c'est vrai qu'on a une vision extrêmement large, surtout dans les saisons de publication qui sont très denses. Et effectivement, là, on a pratiquement passé les 80% de la saison de résultats. On sort d'une année 2022 qui était très compliquée pour le secteur et plus largement pour la conso discrétionnaire. Ça, on le sait. Il y avait beaucoup de questions à l'abord de cette saison de résultats et je pense que les sociétés ont pas mal répondu positivement à ces questions. On avait le premier souci, c'était les stocks. Toutes les sociétés étaient à des niveaux de stock qui étaient anormalement élevés. On connaît la guerre en Ukraine qui a totalement chamboulé le secteur, l'inflation des coûts, etc. Et donc, en 2022, les sociétés s'étaient retrouvées vraiment prises en étau entre une baisse des dépenses discrétionnaires, donc de la demande, et des coûts qui étaient très élevés et des stocks qui étaient très élevés qu'il fallait écouler et donc faire des promotions. Discounter. Donc les marges étaient également pas mal impactées. On a été plutôt rassurés à ce niveau-là. Les sociétés montrent que les stocks sont encore à des niveaux assez élevés, mais qui sont graduellement en train de baisser et de retrouver des niveaux plus acceptables en ligne avec la croissance des ventes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait des questions sur la demande, parce qu'effectivement, on parle de récession, etc. Est-ce que les dépenses discrétionnaires sont de retour, etc. Europe, US, c'est relativement bon, pas de grands changements. Là où on a une vraie inflexion, c'est sur l'Asie.
On a la réouverture en Bien Chine sûr. qui commence à se voir dans les chiffres assez fortement. Pas plus tard que ce matin, je regardais les chiffres du Labor Day, donc le 1er mai en Chine, qui est un bon indicateur justement des dépenses des consommateurs. Et on est sur des chiffres entre plus 30 et plus 40% par rapport à l'année dernière. Sur des bases de comparaison. Oui, par rapport à zéro, voilà. par rapport à néant. Mais voilà, c'est on a là, un retour c'est là. de la croissance Oui, en oui. Chine, et même sur le Q1, on a vu que pas mal de sociétés qui sont présentes en Chine voyaient des taux de croissance assez forts en Chine. Donc ça, c'est un point qui est relativement important pour nous. Et ensuite, la chaîne d'approvisionnement, la supply chain est relativement détendue aujourd'hui. Voilà, on est retombé sur des... Dans les enquêtes auprès des entreprises, alors en Asie, je ne sais pas, mais en Europe, aux États-Unis, c'est plus un sujet. Voilà, de préoccupation. exactement. On est sur une fluidité pratiquement normale pré-pandémique. Qu'est-ce qu'on peut dire Moi, ça m'intéresse beaucoup quand même, la couleur sur la demande finale dans ces secteurs de consommation discrétionnaire. On en parlait un peu avant dans la partie précédente. Le pricing power aussi qu'on peut avoir par rapport à cette demande discrétionnaire dans le monde du sport. Quand on consomme du sport, est-ce que c'est une dépense comme les autres ? Il y a un phénomène de comment dire ? Oui, d'addiction au sport, on peut le dire comme ça, Nicolas. En tout cas, le bien-être, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Exactement. Dans l'équilibre de vie de sociétés occidentales développées. Exactement. C'est pas une consommation discrétionnaire comme les autres. Alors, c'est pas du luxe. On retrouve beaucoup par exemple, de codes du luxe dans les moyens de communication, les moyens de distribution, etc. On voit que les marques sont de plus en plus direct to consumer, donc en gros maîtrisent la totalité de la distribution, etc. On a aussi des collaborations avec des designers, etc., des éditions limitées, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez les marques de luxe. En revanche, il y a vraiment une grande disparité dans les acteurs de ce secteur. Si je me concentre sur les équipementiers sportifs uniquement, on va avoir 3 grandes catégories d'acteurs. On va avoir les acteurs historiques, les leaders, qui n'ont jamais arrêté d'innover, de proposer des produits de design, technologique, etc. On a une sorte de ventre mou, si je puis dire, d'acteurs historiques qui ont raté le coche sur l'innovation, qui ont arrêté d'investir là où il ne fallait pas. On connaît certains exemples, mais voilà, des Under Armour, Adidas, etc., qui souffrent aujourd'hui d'un manque d'investissement sur l'innovation, sur le produit et sur l'image de marque du coup. Et cette 3e catégorie qui nous intéresse beaucoup également sur les acteurs qui n'étaient pas présents il y a 10 ans ou qui faisaient totalement autre chose et qui proposent un produit de rupture. Que ce soit sur le design, sur la technologie, sur l'image de marque, sur une approche très précise. Et donc là, on retrouve des acteurs qui sont extrêmement intéressants. Qui apportent de la valeur aujourd'hui. Qui apportent une vraie valeur et qui mangent mais qui sont ces acteurs, Nicolas ? Alors, Lululemon, par exemple, Unrunning, des Oka, vraiment, il y a pas mal de marques qu'on ne voyait absolument pas il y a même, je dis 10 ans, mais il n'y a même pas 5 ans, et qui, aujourd'hui, ont des parts de marché qui sont à 2-3% au niveau mondial. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, dans ces catégories-là, forcément, ils sont pas égaux face au pricing power. C'est-à-dire que la première catégorie va avoir la possibilité de passer des hausses de prix assez facilement. L'année dernière, cette catégorie a passé des hausses de prix de 10-15%. Cette année, on attend des hausses de 5-10%. La deuxième catégorie, c'est absolument niet. On ne peut pas, parce que sinon, on perd la moitié de la demande. Et la troisième catégorie, qui également a la possibilité, de par le design, etc., cette image de marque très forte, la possibilité de passer des hausses de prix. J'avoue que vous avez cité donc Lululemon, qui est une grande enseigne américaine, bien connue, qui était très américaine. Oui. Je sais, ils ont ouvert une boutique sur les Champs-Élysées il n'y a pas très longtemps. J'avoue que je me suis arrêté pour regarder les prix d'un jogging ou d'un bas ou d'un haut Lululemon. C'est délirant. Oui, c'est du premium luxe, effectivement. Ouais. C'est plus cher que l'habillement courant, quoi. Je veux dire, sans commune mesure. Clairement, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Le calendrier sportif, c'est toujours un élément important quand on traite du thème du sport. Qu'est-ce qu'on peut dire du calendrier, je ne sais pas, sur les 12 prochains mois ? Alors, il y a évidemment en point d'orgue les JO 2024. J'imagine que ce n'est pas anodin. Ça va être un calendrier favorable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de la dynamique que ce type d'événements mondiaux sportifs apporte justement à l'écosystème sur le plan économique ?
C'est vrai que là, si on prend les 24 mois, sur 24 mois, les populations ont suivi quand même une densité d'événements sportifs internationaux qui était folle. C'est-à-dire qu'on a eu des JO d'été et d'hiver en 6 mois. On a effectivement les JO 2024 l'année prochaine. Et on a de plus en plus... l'externalité n'est pas palpable, elle n'est pas tangible. C'est-à-dire qu'on va avoir des événements qui sont de plus en plus suivis. On a de la donnée là-dessus. Donc, par exemple, des JO, ça peut être 2 à 3 milliards de téléspectateurs uniques. Une Coupe du Monde de cricket qui a lieu en octobre. Je suis sûr que vous allez la suivre aussi. C'est 3 milliards. 2,6 milliards de bon, c'est l'Inde, évidemment, hein, bien sûr. Mais, bien sûr. Et le Commonwealth. Voilà, mais ça montre vraiment le potentiel de. J'ai jamais vu un match de cricket de ma vie. C'est très long. Et la Coupe du Monde de rugby, par exemple, qui a lieu en France, là, bientôt en septembre, qui peut rassembler 800, 900 millions de spectateurs. Donc c'est quelque chose d'important. Après, les externalités, ça peut être les inscriptions en club qui explosent. Et ça ruisselle forcément, désolé pour le terme. Hein, oui, bien sûr, ça ruisselle. Et c'est l'occasion aussi pour les principales marques de montrer leur supériorité, de montrer leurs dernières innovations, etc. Donc ça nourrit ce cycle d'innovation, donc ce qui est vraiment intéressant pour le coup. En termes de dynamique de marché, là, pour le fonds thématique sport chez Montpensier Finance, bon, il y a le thème de la croissance, évidemment, derrière, et c'est vrai qu'on voit depuis le début de l'année. Alors, je mets le mois de janvier à part, parce que c'est vrai que sur 2-3 semaines en janvier, on a eu un mouvement très cyclique. Oui. Et puis, depuis, la croissance visible a très vite repris le haut du pavé. Vous le remarquez, j'imagine, aussi avec la performance du fonds. Alors, c'est vrai qu'on est sorti, comme je dis, d'une année 2022 qui était assez impactante, en tout cas pour le secteur. Et c'est vrai qu'on a rebondi. Toutes les valeurs qui ont été pas mal impactées l'année dernière ont énormément rebondi cette année, en tout cas depuis octobre, novembre de l'année dernière. Donc aujourd'hui, par exemple, le fonds M-Sport Solutions c'est à plus 15% depuis le début de l'année, contre un MSCI World qui est autour de 5%. Donc ça montre vraiment le retour de ces valeurs-là. Et on pense vraiment que ça va continuer, qu'on est persuadé que ces sociétés ont encore beaucoup de potentiel, surtout quand on voit les discours des sociétés pendant les résultats. Donc non, je pense qu'il y a du potentiel au niveau des valorisations. Ça reste très correct. Ouais. C'est quoi la valo du fonds à peu près, Nicolas? On va être sur une prime de 20% par rapport au marché. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement violent. Et en face de ça, on a une croissance des BPA, qui est des bénéfices qui est 2-3 fois supérieure à celle du marché. Donc voilà, c'est notre mesure. Merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu nous parler sport comme régulièrement on alterne entre sport et climat, les deux thèmes sont passionnants évidemment. Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier Finance, notamment du thème sport. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.